Au tout début, il n'y avait là que des pierres. Puis, il y eut l'eau, et vinrent les hommes. Sans trop savoir pourquoi, peut-être en avait-il toujours été ainsi dans la nature des hommes, ils avaient cette manie de toujours chercher à se regrouper, à se rassembler, le plus souvent près de l'eau. Ils ont accosté en ce lieu précis, en Amérique du Nord, aux abords d'une petite île située au milieu d'un fleuve majestueux, le Saint-Laurent, que les anciens nommaient dans leurs mots « la rivière qui marche ». Ici, les familles Archambault, Vinet, Bernard et bien d'autres ont choisi de mouiller l'ancre et de faire leur, non sans y mettre le prix, les vastes terres appartenant alors aux communautés religieuses. Jacques Archambault il est né à la Longue-Pointe en 1760 et son père était déjà établi en 1688. Fait que mes documents montrent de loin. Puis c'est une donation à ses fils des terres. Ça, c'était le 6 avril 1819. Puis ces mêmes terres ont été vendues à Pierre Tétrault au mois de mai 1896. Pierre Tétrault, lui, ses terres, la terre numéro 399 et 400, il a payé ça 26 000 le 5 mai 1896. C'était énormément d'argent pour le temps. Il a fait son argent, lui, M. Tétrault, il avait découvert une mine au Montana, puis il était revenu ici au pays, puis c'est là qu'il avait acheté la terre, puis il a subdivisé les terrains, puis il les a vendus. Il y avait 4700 terrains, M. Tétrault. La ville de Montréal arrêtait, disons, avant les années 50, là, autour du jardin botanique. Le reste, c'était des champs, là, c'était simplement la campagne. Il y a un monsieur là, qui a décidé de développer le secteur ici, il a acheté le reste des terres qui étaient trop grandes pour eux. Le collège Mont-Saint-Antoine, le centre de détention, l'école de réforme qu'on appelait à l'époque, le Mont-Saint-Antoine, et aussi l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu. Je te présente mon ami, mon grand ami Saint-Jean-de-Dieu. C'est ça qui a donné l'origine de l'hôpital. Le titre qui transporte, c'est un Portugais, Jean de Dieu, qui transporte un itinérant espagnol. Toutes les terres dans cette région-ci appartenaient au sud de Sherbrooke, ou dans le bout de Hochelaga jusqu'au fleuve à Saint-Jean-de-Dieu. Bon, alors, ça, c'est la vue à bord du oiseau de l'hôpital. Après le petit presbytère que je t'ai montré tantôt, qui est ici, près du fleuve Saint-Laurent, en bas, l'hôpital commence là, ce presbytère-là. Et on le développe jusqu'en 1873. En 1873, il y a une petite fille qui arrive de Saint-Hyacinthe, la fille d'un notaire qui s'appelle Théophile Tétu. Elle rentre en religion parce qu'elle se fait appeler Sœur Thérèse de Jésus. Elle construit l'hôpital qui est ici, 1873. Et cet hôpital-là, évidemment, est en bas, en bas complètement, entre Hochelaga puis Notre-Dame, le plus bas près de Notre-Dame. Puis en 1873. Au matin de mai 1890, le crépitement des flammes, l'hôpital est rasé complètement. Il y a 90 personnes qu'on perd là-dedans, quelques employés et surtout des femmes, des patientes là-dedans. Alors, Sœur Thérèse, qui a construit cet hôpital-là, évidemment, en 1873, sort de son lit pour nous construire ce qu'on a appelé les pavillons rouges. Des pavillons spéciaux à toute vitesse, parce qu'il faut mettre une fournaise chacun des pavillons, puis l'hiver vient vite au Québec. Et pendant ce temps-là, on avait construit Sainte-Thérèse. Ça, c'est l'espèce de château, l'espèce de motel de l'époque, pour envoyer reposer le personnel ou les religieuses. Dans ce temps-là, il n'y a pas de fonds de pension, il n'y a rien. Alors, c'était dans la campagne, à l'époque, traverser la rue Hochelaga de l'autre côté, aller jusqu'au fleuve. Alors, les gens allaient se reposer là. Ça s'appelait Sainte-Thérèse. Ça aussi, c'était démoli quand c'est arrivé de l'autoroute, puis le pont-tunnel, tout ça là-dedans. C'est encore bon, c'est encore pour 200 ans, c'est aussi debout là-dedans, la solidité, là, de l'autre côté-là. Et nous autres, quand on était enfants, les religieuses, il y avait une patinoire à côté, puis ils nous mettaient des valses de Strauss, puis on venait patiner. Et quand on avait fini de patiner, ils sifflaient, c'était le tour des religieuses. Alors, les religieuses, il n'y avait pas d'amant, il n'y avait personne. Nous autres, on avait de petites copines, on les prenait à la main. C'est le seul temps pour prendre la même petite fille à l'époque. Hein?
Puis, à un moment donné, il sortait avec une chaise de bois, puis il valsait sur la patinoire, comme si c'était un homme qui avait dans les bras, comme ça, qui se promenait. Le sifflet venait encore au bout de 15-20 minutes, tout le monde sortirait de la patinoire, on arrivait en dedans de Sainte-Thérèse, puis les religieux nous servaient du beau chocolat chaud avec une pointe de tarte aux pommes, au sucre, aux fraises, aux framboises, aux bleuets. Après ça, bien, ils disaient, vite, dépêchez-vous, là. Il est 8 heures, là, le couvre-feu, bien, il faut retourner chez vous. Alors, on retournait en patinant sur les trottoirs de la rue Notre-Dame, puis s'en aller chez nous. Moi, ce que j'ai connu, c'était la rue principale, c'était la rue Notre-Dame. Ce qui était important, c'était le fleuve. Et ça allait pas très haut, là, dans le sens que ça montait pas tellement, là, du côté des rues Hochelaga, Sherbrooke, là, pendant très longtemps. Napoléon Lebrun et Pierre Tétrault, c'est eux autres qui finançaient les propriétaires. Il n'y a aucune banque. Moi, là-dedans, j'ai une trentaine d'actes de vente d'il y a 100 ans. Puis c'est tous les propriétaires fonciers qui finançaient les nouveaux acheteurs. Okay. J'ai une propriété ici en arrière, sur la rue Mercier, là. Elle a été vendue 5 piastres par mois pendant 10 ans sans intérêt. Ça comprenait la maison et le terrain, il y a 100 ans. Dans plusieurs documents que j'ai trouvés de Napoléon Lebrun, il chargeait pratiquement jamais d'intérêt. Il aidait les gens comme ça. Il avait de l'argent, il leur vendait les terrains, puis il ne leur chargeait pas d'intérêt. Puis si les gens n'étaient pas capables de payer, parce qu'il y en a bien, comme une sur la rue Mercier, il a repris la maison 2 fois, Napoléon Lebrun. Il la revendait après, il faisait un profit. Même à 5 piastres par mois, les gens avaient de la misère à payer. Alors, c'était une société relativement fermée. C'était le Québec aussi traditionnel, catholique, canadien, français. Pendant que nous autres, les petits gars, on était plus souvent qu'autrement séquestrés de l'autre côté, dans ce coin-là, là-dedans, il y avait des petites filles qui étaient séquestrées ici, dans le petit pavillon. Puis c'était quoi? C'était des étudiantes infirmières. Dans ce temps-là, il n'y a pas de cégep. Aujourd'hui, ils arrivent en jean, n'importe comment, puis ils suivent le cours, ils retournent chez eux chaque soir. Mais dans ce temps-là, c'était religieuse. Et le cours, tant que le cours durait, ils restaient allés en pension. Ils étaient séquestrés là-dedans. Alors, tu comprends mieux maintenant pourquoi que les religieuses qui surveillaient le couloir le soir en haut dans nos chambres, pour pas qu'on ait invité peut-être une petite... On appelait ça les vierges. On n'a pas qu'on ait invité une vierge dans notre lit, parce que tu sais que c'était très froid, hein? Tétroville n'a pas construit encore autant comme il est là aujourd'hui, là-dedans. Alors, le vent arrivait de loin, de Repentigny, de partout du fleuve de Boucherville. Alors, les sœurs avaient peur qu'on se réchauffe, qu'on fasse des péchés, peut-être, un peu là-dedans. C'était une petite société vraiment avec ce que ça peut impliquer de choses heureuses et de choses, disons, moins intéressantes, à savoir que tout le monde se connaissait, il y avait un sentiment d'appartenance. Le village de Tétroville a duré 3 ans. De 1907 à 1910. Montréal a annexé en 1910. Mais le nom de Tétroville a toujours resté. C'est bizarre. Ça avait 4 rues, le village. Aujourd'hui, je demeure dans le quartier de Tétroville, les gens connaissent ça. Si tu dis, je demeure dans le quartier Mercier, c'est où, quartier Mercier? Tétroville, qui n'a jamais existé, le quartier, les gens connaissent ça. C'est bizarre, il faudrait que M. Pierre Tétrault, il savait que dans 100 ans de site, on parlerait de lui encore. Alors voilà comment ça se passait dans les belles années de Seigneur de Dieu qu'on appelait à l'époque, qui a été changé en Gamelin. Ensuite, finalement, maintenant, aujourd'hui, Louis Archafontaine. C'était quand même une période heureuse dans ma vie. Je regrette rien. Le temps suivant son cours, les paroisses ont donc émergé, la vie se créant autour de phares couronnés de croix. Pendant ce temps, les gens étaient loin de soupçonner l'écueil qui guettait leur terre d'accueil. Avec l'industrialisation, cette berge-là a été, on peut dire, le port de Montréal s'est accaparé une partie de la berge. Ils ont construit dans les années 40-50 une voie ferrée qui se dirigeait dans le quartier industriel de Montréal-Est. Et donc, ça venait comme
coupé un peu l'accès au fleuve. C'était plus difficile d'aller au fleuve. Pendant 13 ans, il y a eu 400 000 tonnes de sel qui étaient entreposées ici. Donc, ça partait de la rue Georges V jusqu'à la rue Mise. Et sur toute la largeur, hein, à partir de la rue Bellerie jusqu'au fleuve. D'ailleurs, les quais que tu vois devant la maison, ici à la rue Hector, hein, ce sont les quais où le bateau venait s'accoster. Et puis, avec une grande passerelle, il pouvait déverser le sel sur le site. Là, des camions, une pelle mécanique qui s'arrangeait pour faire une grosse montagne, mettre une grosse toile noire. Pendant tout ce temps-là, c'était très bruyant et très poussiéreux. Et évidemment, on ne voyait plus le fleuve là, à un moment donné, quand le tas de sel était complet. Et nous, on a essayé de trouver des alternatives à ce qui était là, trouver des solutions aux problèmes du port pour essayer finalement à se réapproprier finalement la première rive. Il y a eu une solidarité, il y a eu des luttes qui ont fait en sorte que ce joyau-là au bord du fleuve, on l'a présentement, on l'apprécie. Mais dans ce quartier-ci, historiquement, il n'y a rien d'acquis. Les gens à Montréal ne savent même pas qu'il y a un fleuve. C'est un maudit pont à traverser. C'est ça, le fleuve. Là, c'est un embarras plus qu'une des plus belles richesses qu'on peut avoir dans tout l'Est de l'Amérique. Ils considèrent ça comme un obstacle plus qu'un avantage. Alors, c'est incroyable. Là. C'est le fleuve qui nous a créés, qui nous a mis au monde. Puis, c'est considéré comme un obstacle. Là. Mais notre bord du fleuve, ici, dans le quartier, il y a un gros sentiment chez les personnes là, qui sont là de génération en génération. Le fleuve, c'est quelque chose pour nous qui est très important. De nos jours, ceux qui ont permis de créer ce hublot sur le fleuve qu'est la promenade Belle-Rive se souviennent des tempêtes affrontées ensemble pour arriver à renouer avec ce lieu. Pour les autres, ces mémoires ont sombré dans l'oubli, ce qui n'est pas sans conséquence. Je pense qu'il y a peut-être une mauvaise réputation à Tétroville ou Pointe-aux-Trembles un petit peu aussi, c'est comme ça. Je pense que ça vient un peu de la vieille confrontation ouest-est, tu sais, les riches à l'ouest puis les pauvres à l'est. Fait que Tétroville vient un petit peu dans ça. Je pense que c'est vu un peu comme une place de pauvres puis de monde pas culturel. À côté des raffineries, quand je dis proche de Pointe-aux, le monde dit des raffineries. Pollué. Fait en fait, tu sais, ici, si tu regardes, c'est super beau, puis il y a de la nature, puis tout ça. Mais l'image que les gens se font de la place, je pense que c'est un genre de Hochelaga Maisonneuve de l'Est, encore plus. Là. Mais moi, en tant que tel, je suis assez fier parce que je connais pas beaucoup de gens qui viennent de Tétroville, puis c'est un petit peu une joke de dire que moi, je viens de Tétroville, parce que c'est comme, il y a jamais personne qui vient de Tétroville, tu sais. Mais je suis pas le genre de gars qui va avoir honte de dire qu'il vient de Tétroville ou... j'ai pas d'honte. De là être fier, ben oui, j'ai pas de problème avec ça. Moi, je suis content de dire que quelqu'un de l'Est de Montréal. Puis les gens, il y a beaucoup de préjugés sur l'Est. J'ai beaucoup d'amis de l'Ouest. Ah, c'est loin ton affaire. Puis quand je restais là, coudon, tu restes en campagne. Je dis, coudon, je reste pas plus loin que chez vous, à partir du centre-ville. Le quartier Mercier, comme l'Est en général, est pas très valorisé socialement, culturellement. Et voilà, c'est notre défi à nous qui y vivons, de faire en sorte que, d'une façon ou d'une autre, on le valorise, ce quartier-là. Oui, je suis fier de rester dans mon quartier. Oui, ça, c'est ça. Je déménage. Ça fait 14 ans que je reste là. Je déménagerai pas. Pas là, pour l'instant. À moins qu'ils s'installent des gangs de rue partout. Là, mais pour l'instant, c'est pas le cas ici. On a un merveilleux quartier. Puis les personnes, mais c'est parce qu'on voit. Moi, j'aime ça, je te dis. Ici, le fleuve, là, c'est le monde qui vient d'ailleurs qui en profite le plus. Je te jure, c'est la vérité. Tu vois le monde pêcher. C'est très beau, ça. Moi, j'aime ça. J'en ai même rencontré. Moi, je fais du vélo au bout de l'île. On fait beaucoup de vélo. Au bout de l'île, j'ai rencontré du monde, je sais pas quelle langue qui parlait, puis de quelle race qui était, mais ils pêchaient partout, puis ils profitaient de la nature. C'est numéro 1, ça. On n'a pas eu de trouble avec eux autres. On a passé, ils nous ont salués, puis tout le kit. C'est beau, ça. Ils profitent de ce que nous autres, on a, puis qu'on est trop sans... On vit trop avec ça, puis on n'en profite pas. Eux autres en profitent. Ça pêche, ça bouffe le poisson. Tu as le droit de te bouffer le poisson une fois par semaine dans le fleuve. Il est propre. Il est beau, notre fleuve. T'es méchant, beau coin. On reste dans une belle place. C'est trop belle. Moi, j'aime ça. C'est pas mal ça. Le bout est quand même encore assez correct. Puis le taux de criminalité, c'est quand même assez bien, je pense.
c'est quand même paisible. Là, Tétroville, moi, je trouve pas. On a quand même. On a un bord de l'eau, on a le traversier, le monde va aller prendre de l'air, on a le métro pas loin. On est dans l'Est. Fait que c'est ça qui est ça. Bien que Tétroville soit l'un des derniers quartiers blancs, francophones, catholiques de l'île de Montréal, la petite communauté hermétique qui existait hier encore vogue aujourd'hui vers de nouveaux horizons. Il n'est pas toujours évident de garder le cap sans jeter par-dessus bord les valeurs héritées de ceux qui nous ont précédés. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Hein? T'es un voisin... Aujourd'hui, les gens s'entraident pas bien. Hein? Nous, ici, on est chanceux, là, parce que tout le monde, on se connaît depuis... C'est tous des gens, ça fait 30, 40 ans qu'ils demeurent là. Mais des nouveaux venus, ça se mêle plus, ça se mixe plus. Et c'est différent. La vie de quartier, c'est différent aujourd'hui. Il n'y a plus personne qui endure personne, non. Va au guichet automatique, il ne faut pas que tu fasses trop de transactions parce que ça soupire en arrière. Va à la caisse, va dans une épicerie, si tu lis les étiquettes parce que tu as le souci de savoir ce que tu manges, ça soupire en arrière de toi. Les gens endurent plus rien. C'est terrible, c'est terrible. Moi, je dis que c'est tout l'individualisme là, qui fait qu'on vit chacun pour soi. Puis même là encore, je me demande s'il y en a qui arrivent à s'endurer eux autres mêmes. Il va falloir que je commence à m'impliquer. Parce que là, c'est parce que je vais te dire pourquoi je vais m'impliquer. Je viens de te dire, je suis comme tout le monde. Je m'occupais de mes affaires. Puis j'avais pas le temps de m'occuper des affaires des autres. Rien que mes affaires, hein. Et là, je suis tombé malade, puis je travaille plus. Fait que j'ai rien que ça à faire, m'occuper de moi. Puis là, je vois que je m'aperçois qu'ils disent qu'on s'occupe de moi, mais on s'occupe pas de moi. C'est moi, il faut qu'ils s'occupent de moi. Bien, c'est ça, c'est de donner la chance à tout le monde. Puis quand ça va pas, mais de le dire. Il y a personne, des fois, ça va. Il y en a qui le disent, il y en a qui le disent pas. Quand quelqu'un dit ça va pas, j'aime bien ça, mais quelqu'un me dit que ça va pas. Je trouve que c'est des petits pas que c'est mieux, pour ton voisin. Moi, personnellement, j'ai pas beaucoup de problèmes avec, comme, tu sais, l'entourage ici. Je sais que c'est comme multigénérationnel, je sais pas si ça se dit, mais tu sais, il y a des personnes âgées, puis il y a beaucoup de jeunes aussi en même temps, des concentrations assez fortes. Puis je vois pas vraiment de conflit, sauf qu'en même temps, je vois pas non plus vraiment de cohabitation. Quand il y a des activités de danse en ligne pour les personnes âgées, il y a pas vraiment de jeunes là-bas et vice-versa. Tu sais, quand il y a des shows pour les jeunes, il y a pas beaucoup de personnes âgées. Puis je pense pas qu'il y a nécessairement de problème. Ça serait peut-être ça le problème, dans le fond, qu'il y a pas assez de cohabitation. Tu sais, il n'y a pas assez de partage d'activités qui se font ensemble, qui sont offertes à tous. Tu sais. Sauf que comment on fait, je pense que c'est une question d'ouverture d'esprit, tout simplement. Que ceux qui sont plus vieux se rappellent comment c'était quand ils étaient plus jeunes, tu sais, si on peut dire. Puis, et vice-versa, que les jeunes comprennent que c'est pas facile nécessairement pour les plus vieux d'endurer toute la vie que les jeunes entourent. Ça brasse de l'air, une gang de jeunes, tu sais. Fait que c'est les deux. Ça prend des jeunes, moi je dis souvent, ça prend des gens qui vont bouger, pas des gens qui vont parler, pas des gens qui vont arriver avec des belles théories. C'est pas des gérants d'estrade. Ça prend des gens qui vont être dans l'action, puis qui vont bouger, qui vont faire des choses, puis qui y croient. Et ça, c'est un peu paniquant, parce que avec le vieillissement de la population, on sait que les personnes de 55 ans et plus, on occupe une très grande majorité. Qui va prendre la relève? Parce que ça prend de la relève. S'il n'y a pas de relève... Il faudrait que le bénévolat revienne puis que les gens améliorent leur communauté comme ça se faisait dans les villages autrefois. Parce que si on est dans une grande ville impersonnelle, on ne retrouvera pas ça. Là, vous êtes les seuls de l'île de Montréal qui avaient une fenêtre sur le fleuve qui était gagnée il y a 20 ans. C'est quoi les leçons de ça? Tout ça, c'est le fruit, dans le fond, de la participation de tous les gens là, qui sont déplacés dans les différentes réunions, les différents comités qu'il y a pu y avoir. C'est pas seul qu'on peut faire ça. C'est ensemble. Ça, c'est important de le comprendre. De toute façon, seul, on n'est pas aucune puissance. Ensemble, on a un
gros pouvoir ou une grande force. Pour améliorer sa vie de quartier et la qualité de vie, là, je pense que le principal a été dit, c'est d'impliquer les gens du milieu. Pour bien vivre ensemble, c'est d'abord semer l'amour du prochain. Parce que notre Seigneur a dit que celui qui n'aime pas son prochain, puis qui dit qu'il aime Dieu, il dit ça, c'est un menteur. Ces lieux où l'on se rassemblait autrefois pour partager joie et souffrance, ces lieux qui nous dictaient jadis notre code de vie, sont des navires aujourd'hui désertés, des épaves échouées au cœur des paroisses. Alors, qu'est-ce qu'on devrait faire des églises? Très bonne question. Très bonne question. Pour moi, ce serait de rester en église, puis même qu'il y ait 4-5 personnes, peut-être une bonne fois, ça va revenir. Même si ça ne revient pas, on va y avoir 4-5 personnes qui vont croire en ça. Trouver des points positifs de ce qu'il y a à l'église, mettons. Parce que nous autres, on sert la messe puis on s'amuse en même temps. C'est pas tous les jeunes qui font ça. C'est laid, ils sont avec des frères, des sœurs, tout, mais quand t'apprends à connaître tout le monde, là, ils sont vraiment gentils pis tout. Alors moi, personnellement, j'ai fréquente pas, même je suis croyant. Non, il y a eu tellement d'affaires qui s'est passé là, dans les églises. Le monde on eu peur. Il y a les plus vieux aussi, les plus vieux que moi encore aussi. Je faisais dire tout ce qui se fait faire par le curé du bout. Là. L'Église ou qu'est-ce qu'ils nous a enseigné puis qu'est-ce qu'ils nous ont chose, ça, c'est la pire des affaires parce que on se débrouille pas par nous autres mêmes. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on se fie, mais comme c'était le prêtre, puis ainsi de suite, qui était, c'est Dieu le Père, puis toute la patente, puis ainsi de suite. Puis là, on s'est fié, puis même ceux aujourd'hui même qui sont des sectes, puis ainsi de suite, puis ils ne peuvent pas penser par eux autres mêmes, c'est toujours le gourou, puis ainsi de suite. Fait que c'est pour ça que je dis, l'Église en tant que telle, en tant que bâtisse, ou l'Église en tant que personne, tu rases ça au suprême degré, ça va même pas exister. C'est le plus grand péché à faire contre du monde. C'est épouvantable, c'est inimaginable. Parce que les églises, ça marche plus, ça, là. J'ai testé ça, moi. C'est bien bon de dire juste au Dieu, mais quand tu rentres dans leur religion, les autres sont pas bons, les autres sont pas bons. Des hypocrites, tout le monde sont bons. Je m'en fous ton couleur, ton religion. On a tous des enfants de quelques supérieurs, c'est sûr. Ou quoi, je ne sais pas. Mais c'est sûr, quelque part, on vient toute la même descendance aux jeunesses de la Terre. Puis quelque part, on est tout du monde en famille. Je trouve ça de valeur, pareil, mais je crois que c'est un petit peu débattu le monde. Puis, c'est vrai que c'est de valeur qu'il n'y a pas grand monde qui va dans les églises. Ben, je te dis ça, j'y vais pas, je peux pas le savoir, là, mais c'est rarement. Moi, quand j'attends le monde pour aller à l'église, c'est parce qu'il arrive de quoi, t'sais. Vu que je crois qu'il faut qu'il y ait des églises puis qui ont besoin de financement, veut pas, quelque part, on est allé à pas long, puis passer la quête, puis je me sentais quand même mal de pas donner d'argent, même si j'étais pas pratiquant. Puis, je pense qu'il faut qu'il y en ait. Il y en a pas trop dans le quartier, je trouve, mais il y en a, puis tant mieux si le monde peut y aller. C'est facile, il y en a une à Sainte-Claire, une là, il y en a assez pour aller prier facilement, si ça tombe. Je sais pas, on devrait premièrement peut-être faire un sondage dans le quartier, dans chaque quartier. Bon, telle église, est-ce que vous seriez d'accord pour faire telle ou telle chose avec? Il y en a les plus belles ou les plus anciennes, on devrait les conserver, moi, je trouve. Peut-être même, on pourrait faire payer $2 visite puis expliquer comment qu'elle s'est bâtie, en quelle année. Hein. Tu sais, ça, je sais même pas, l'église de mon quartier. Exemple. Puis, je trouve que ça pourrait faire une espèce de mini-musée, si on veut dire. Puis l'argent servirait à justement la conserver. Un gros garage communautaire pour mettre des bicyclettes. Yeah! Les différences de tout un chacun semblent parfois nous mener tout droit à la dérive. Mais pourtant, on est tous dans le même bateau. Notre besoin d'appartenir à un ensemble plus grand que soi est solidement amarré en nous. Je trouve que c'est intéressant qu'on... Avant, tu sais, c'était le perron de l'église, là, puis le monde s'attendait le dimanche, il allait à la pâtisserie Sainte-Claire. Là, ça jasait de tout et de rien.
Mais il faut développer des lieux, des places publiques, des lieux de débat puis d'échange. Pourquoi qu'on ferait pas, c'est l'été, on est bien, un dialogue dans le parc? Fait que là, on est comme, je dirais, en tout cas, beaucoup moins de contraintes, ou tu sais, il n'y a personne qui peut nous amener, nous enlever le local, nous, tu sais. Et c'est vraiment pas évident. Les parcs sont pas faits pour permettre à des groupes de personnes d'échanger entre eux, de s'asseoir en rond puis de parler, là. Les bancs, là-bas, ici, à l'autre bout de Bellerive, il y a 2 rangées de bancs face à face, mais ils sont à peu près à 50-60 pieds. C'est bien dur pour parler. Je pense que c'est ça qui manque au quartier, c'est que, tu sais, on a plein d'espace sur le bord de l'eau, mais les parcs, c'est comme de 8 à 12 ans. Fait que les gars de mon âge n'ont pas le droit d'aller se promener au parc. On est obligé d'errer sur le bord de l'eau de table en table. C'est sûr que c'est le fun, mais encore là, il y a beaucoup de surveillance. T'sais, ils viennent fouiner, voir qu'est-ce qu'on fait. Ça les inquiète un petit peu, les rassemblements de jeunes. Légalement, on a le droit, mais ils ont peur un peu de ce qui peut se passer là-bas. Fait, je pense que c'est ça qui manque, c'est plus de place pour que les jeunes puissent se regrouper, mais dans un endroit qui est sain. Si tu donnes pas la place à un enfant, tu donnes pas la place à un ado, tu donneras pas la place à un jeune adulte, tu donneras pas la place... Rien ne doit se faire au détriment des autres. On a besoin de tout ce monde-là pour former une société. Le monde ne change pas. Ils restent tout le temps... Ils sont tout le temps contrôlés par leur pulsion puis le désir. Fait que, dans le fond, le monde va continuer ils vont être guidés par ça, mais à ce qu'on va leur donner. Puis, dans le fond, les chars vont changer. L'évolution va avec la science et la technologie, d'après moi. Moi, ce que je pense... Ici, c'est un coin tranquille, puis tout, là. Mais, tu sais, le centre-ville, là, plus ça grossit, là, pareil, là. Et tout le temps, ça commence... Tu sais, les magasins, tout, ça commence à être urbanisé, puis tout. Ici, là, je veux dire, quelqu'un qui reste sur le plateau Mont-Royal, il arrive ici, il pense que c'est une banlieue, là, quasiment. Ouais, c'est vrai. Mais je suis sûr, après notre mort, juste en 10 ans, comment ça a évolué, imagine, nous autres, quand on va mourir à 70 ans... Ça va-tu être pour le mieux ou pour le pire? Ben, ça va être pour le mieux pour les personnes qui vont le prendre comme ça. Ça va être pour le pire pour le monde qui vont être pessimistes. Telle l'eau du fleuve s'écoulant inlassablement vers l'océan, ne faut-il pas espérer que le courant ira toujours dans le même sens, celui de la communauté.